Donc, vaste programme détresse et sentiment d'impuissance des médecins. Et finalement, l'objectif quand même, c'est l'alliance thérapeutique. Je trouve important, moi, de commencer ma présentation par vraiment ma posture de chercheur parce que j'ai envie vraiment que vous compreniez d'où je parle et parce que je n'ai pas vocation à parler d'ailleurs. Vraiment, je parle de là et c'est l'expérience que j'ai et c'est comme ça, en fait, que je mène ma recherche. Et je trouve que c'est important parce qu'il y a plein de choses qui en découlent par la suite. Donc moi, je suis médecin au sein d'une équipe de soins palliatifs depuis 2017. Je suis confrontée du coup quotidiennement aux situations complexes de fin de vie. Et en fait, le fait d'être confrontée quotidiennement à ces situations, j'ai ressenti vraiment dans ma clinique un besoin de pouvoir théoriser certaines situations pour pouvoir comprendre et apporter une prise en soin qui me paraissait adaptée. De là, forcément, découle en fait ma recherche et donc j'ai plutôt un paradigme qui est, j'ai complètement un paradigme constructiviste où en fait, je mène mes recherches avec toute ma subjectivité, je l'assume et je l'utilise même comme un outil. Voilà. La recherche, elle se veut du coup plutôt qualitative avec vraiment ce besoin d'être plutôt dans une compréhension. Et puis de par mon travail en unité de soins palliatifs, c'est aussi une recherche qui se veut interdisciplinaire. Et notamment, en plus, ce que disait Benjamin, dans la thématique de la détresse, elle est primordiale pour moi. Pour pouvoir illustrer ça et illustrer un peu ce cheminement en fait, de la recherche, du coup, je vais vous emmener avec moi dans la clinique et après faire le parallèle avec la recherche. Là, je vais vous parler, je vais vous lire en fait, le témoignage écrit d'un patient que j'ai reçu en consultation de soins palliatifs. C'est un patient qui m'avait été adressé par le centre SLA, c'est un patient qui avait une SLA, pour parler des soins palliatifs puisque l'équipe là-bas était un peu en difficulté de ce qu'il pouvait amener. Et donc, j'ai vu ce monsieur arriver en consultation et me tendre une feuille. Et je vais vous lire ce qui était écrit sur la feuille. Alors, ma situation et ma position sur la fin de vie. J'ai une sclérose latérale amyotrophique. Je vis seule dans une petite maison sur 2 étages en pleine campagne, incompatible avec toute aide matérielle, sans personne pouvant m'aider, ni même de voisins, si ce n'est ma sœur, à 1 heure de route et à l'emploi du temps chargé. J'ai un point de vue extrêmement logique et rationnel sur la vie et la mort, exempt de toute croyance, ce qui me confère notamment un moral inébranlable. J'ai depuis toujours de grosses difficultés d'élocution qui, ces dernières années, se sont aggravées au point de me rendre pratiquement incapable de parler. Ce trouble explique que je sois sans emploi et au RSA depuis plus de 5 ans et sans le sou depuis 14 ans. La simple perte de mon autonomie, qui ne tient déjà plus qu'à un fil, sachant qu'aucune aide matérielle n'est compatible avec mon lieu de vie, m'imposera rapidement de faire un choix entre 2 options. A. Intégrer une structure médicale adaptée à mon état et y endurer une paralysie progressant inexorablement, me privant de tout ce qui donne un sens à ma vie, espérant chaque jour que ce soit le dernier. B. Me suicider pour échapper à ce qui ne serait qu'un calvaire insensé. J'ai écarté l'euthanasie en Belgique en raison du montant des frais à prévoir, de la complexité administrative et médicale exacerbée par mes difficultés d'élocution et de la probabilité que ma demande me soit rejetée, puisque je ne souffre pas ni ne suis à l'article de la mort, même si je le serai forcément dans quelques mois. D'après ce que je crois savoir sur les soins palliatifs en France, ils ne répondent pas à mes attentes. Je savais que l'euthanasie est interdite en France et je trouve ça déplorable, affligeant d'immoralité, mais l'on ne peut pas non plus bénéficier d'une sédation profonde entraînant un coma à notre demande alors qu'on ne désire plus que mourir. Dans le cadre d'une SLA, cette sédation profonde ne nous est accordée que pour la détresse respiratoire finale, ce qui signifie que je devrais endurer de longs mois à souffrir, notamment psychologiquement, ce qui n'a rien de rationnel. C'est pourquoi je projette un suicide par monoxyde de carbone à défaut de pouvoir me procurer du pentobarbital sodique, même si par rapport à un décès à l'hôpital, cela rendra tout prélèvement d'organes impossible, hormis mon cerveau, à des fins de recherche sur la SLA. Je le déplore, mais je ne suis pas prêt pour autant à prolonger ma vie d'1 à 2 ans alors qu'elle n'aurait plus aucun sens. J'aimerais en outre ne pas faire peser le coût d'une crémation à ma famille, dans la mesure où je me contrefiche de ce qu'il adviendra de mon corps. Le don de mon corps à la science permettrait de l'éviter, mais il est peu probable qu'elle l'accepte, a fortiori, vu à quel point il est diminué. La date de mon suicide dépendra de l'évolution de mes symptômes, mais je l'entrevois pour l'instant à la fin janvier 2023. Voilà. On était au mois d'octobre. Donc, pourquoi je fais le choix de cette situation? Parce qu'en fait,
c'est vraiment ces situations en fait qui me questionnent. Et face à ce patient, je me dis mais qu'est-ce que, en fait, je réponds quoi? Est-ce que déjà il faut répondre? En tout cas, je suis là et comment être là? Comment être en fait juste face à ce patient? Et oui, et comment juste être présent et comment je peux conceptualiser, comment on peut en faire quelque chose en fait. Parce que je sentais bien qu'on était, en fait, à ce moment-là, on était pris tous les deux là-dedans et il fallait en faire quelque chose. Du coup, pour moi en tout cas, ce que j'ai rapidement pu conceptualiser de cet écrit, c'était la détresse. Alors la détresse existentielle, Benjamin, ok. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'elle dit la littérature? Quelles sont les recommandations de la prise en charge de la détresse existentielle? Alors, forcément, de par ma posture médicale, au niveau médical, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces patients? Et donc, je me suis intéressée à ce qu'il existait et je me suis rendu compte que la détresse, le terme détresse, il est absent du manuel de la Haute Autorité de Santé pour la certification des établissements, alors que son dépistage, il est présent au Canada et aux États-Unis pour la certification des établissements. Je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, le National Comprehensive Cancer Network recommande une prise en charge pluridisciplinaire médicamenteuse et non médicamenteuse de la détresse, avec vraiment quelque chose d'assez standardisé. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut, hein, je dis que j'ai cherché. Hein. Et je me suis dit, bon, mais en France, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Et j'étais surprise de voir que la première référence en France sur la prise en charge de la détresse, elle apparaît dans les recommandations de la l'HAS de 2018 sur la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès en cas de détresse réfractaire. Plus récemment, il y a la détresse, elle apparaît dans l'avis du CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, qui s'est autosaisi en septembre 2023 et qui fait émerger une possibilité éthique d'une aide active à mourir pour les patients avec un pronostic vital engagé à moyen terme. Et encore une fois, cette notion de détresse réfractaire. Et ça m'a interrogée parce que je me suis dit, mince, en fait, quand je m'intéresse à la détresse, ce que je retrouve, c'est une prise en charge tout de suite assez extrême, quand même, assez définitive. Et le terme détresse, il était toujours présenté sous un caractère réfractaire et un caractère insupportable. Et j'ai continué les recherches et je me suis intéressée du coup à la vision des psychologues, à la posture des psychologues, et en fait, en soins palliatifs, hein, et les psychologues en soins palliatifs, les psychologues de la SFAP, ont développé en 2016 un référentiel des pratiques des psychologues où ils font le choix du concept de détresse pour décrire le vécu spécifique des patients en situation palliative. Donc déjà en 2016, impulsé par Axel évidemment. Et en fait, ce qu'ils décrivent, c'est que l'objectif de la prise en charge de la détresse, c'est alors d'accroître en fait la capacité du patient à la tolérer pour permettre de mieux la vivre. Et ça passe par l'élaboration de son propre contre-transfert en résonance à la détresse du patient. Et je me suis dit, tiens, en fait, la posture médicale et celle des psychologues, c'est quand même complètement différent. Et pourquoi? Et alors ça, je savais, mais bon, tout ça pour ça. On s'arrête là. Non. Non, mais je me suis dit, mais en fait, pourquoi c'est si différent? Est-ce qu'il faut que ça soit si différent? Et cette notion-là du contre-transfert, je me suis dit, en fait, ça, c'est quand même hyper intéressant. Chez le médecin, en fait, c'est quoi qui se joue? Parce qu'on ne va pas se mentir, moi, quand j'ai reçu cet écrit de ce patient, chez moi, il y avait quelque chose. Et ça, je ne peux pas le nier. Sauf qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, d'où mon étude qui arrive, où en fait, je pense que c'est important qu'on puisse décrire les ressentis des médecins confrontés à la détresse des patients en situation palliative. C'est le sujet de mon étude. Et donc, j'ai fait une étude préliminaire sur les étudiants de la FST en 2022, qui est une étude qualitative avec une analyse phénoménologique interprétative. Il y avait 11 participants et il y a 5 thèmes qui ont pu émerger de ces résultats. En premier, chez tout le monde, chez tous les participants, alors là, on était chez des étudiants, hein. C'était un sentiment d'impuissance. Chez tout le monde, après, plus ou moins présent, plus ou moins bien vécu en fonction des situations, mais présent chez tout le monde. Le deuxième thème qui était très corrélé au sentiment d'impuissance, avec vraiment quelque chose de difficile à vivre, là, pour le coup, c'était le devoir d'agir. Et là, le devoir d'agir, on était vraiment dans le passage à l'acte. C'est-à-dire que les étudiants pouvaient dire, en fait, je devais faire. Avec vraiment, en plus, quelque chose de très moralisateur, très du surmoi. Enfin, c'était vraiment, il fallait faire. Alors même qu'il y en avait certains qui étaient capables de dire, je faisais, je savais que ça servait à rien, mais il fallait faire quand même.
Le troisième thème, c'était des difficultés à établir une relation avec le patient. Alors là, c'était très défensif, en fait, vraiment, avec même par moments, c'était dur dans les entretiens à soutenir, mais par moments, des étudiants qui pouvaient être très jugeants des patients, mais parce que très défensifs, en fait. Quatrième thème, c'était un sentiment de mise en danger envers soi-même, c'est-à-dire que les participants pouvaient dire que, avec des verbatims comme « fallait que je me protège »,« fallait faire attention »,« je me sentais pas », fallait faire remettre des limites entre le personnel, entre le professionnel, et avec quelque chose de jamais réellement décrit, en fait. C'était assez fantasmé, ce danger, en fait. Je ne savais pas réellement ce que c'était, ils ne savaient pas réellement ce que c'était, mais c'était là, c'était hyper présent. Et chez 4 participants sur les 11, ces participants avaient un sentiment d'impuissance, peut-être un peu moins mal vécu, avaient par contre beaucoup moins de devoir d'agir. Et ces 4 participants, ils ont réussi à créer un espace d'écoute et de relation avec leurs patients. Et c'était intéressant parce que chez ces 4 participants, j'avais vraiment des verbatims en lien avec la vie du patient, ce qui était assez absent d'autres, ce qui m'avait surprise, où en fait, ils pouvaient dire que voilà, la vie, le travail du patient, la famille, l'entourage, là, c'était présent. Et avec, du coup, une prise en charge qui pouvait être valorisante pour eux, en fait. Et du coup, quelque chose de quand même mieux vécu. Voilà. L'idée, c'est de continuer cette recherche en réalisant des inclusions là, en 2024-2025. Et l'idée, c'est d'interroger des médecins expérimentés, donc oncologues, médecins généralistes, médecins des centres de référence SLA et des médecins exerçant en unité de soins palliatifs et équipe mobile de soins palliatifs. Et les retombées de l'étude, c'est vraiment qu'une connaissance des ressentis des médecins pour pouvoir apporter une relation ajustée aux besoins spécifiques des patients et non au contre-transfert des professionnels. Et l'étude préliminaire, c'est un peu ce qu'elle a montré, ce passage à l'acte, et d'autant plus dans le contexte législatif actuel avec l'aide active à mourir, il faut vraiment que ce passage à l'acte, en fait, on le comprenne. Pourquoi ce passage à l'acte? Pourquoi, en fait, qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui appartient aux professionnels et qu'est-ce qui appartient aux patients? Et c'est en ça où je ne veux pas que vous entendiez dans mon discours, parce que ce n'est pas le cas, un discours militant contre l'aide active à mourir ou la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, ce n'est pas le cas. En l'occurrence, ce patient, il a été sédaté par contre 7 mois après ce que j'ai pu vous lire. Et pendant ces 7 mois avec ce patient, en fait, on a créé quelque chose ensemble, réellement. Et on a créé une prise en charge adaptée et interdisciplinaire. Et ça, en fait, moi, au quotidien, je l'expérimente, ça. La prise en charge de la détresse, ce qu'on crée ensemble, mais je trouve qu'on manque on n'arrive pas à le conceptualiser. C'est quoi ça? C'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 mois avec ce patient avant qu'on en arrive, en fait, à la sédation ou peut-être à l'aide active à mourir dans quelques années, j'en sais rien, mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé en amont? Parce qu'en amont, il y a quelque chose. Et voilà, j'ai terminé. Et on pourra glisser tranquillement vers un plus grand table ronde. Maintenant, Axel, 5 minutes peut-être? Non, 5 minutes. 5 minutes. Ça va être très court. Je t'ai pas passé devant, c'est pas ton cours. C'est même pas une question. Moi déjà, c'est un grand remerciement à Andrea pour ce qu'elle fait et puis sa présentation qui était géniale. On fait ces patients-là, là on en a un individuellement. On peut accueillir sur une unité de soins palliatifs, sauf que les unités de soins palliatifs aujourd'hui en France ont en vocation à garder les patients pendant 7 ans. Et en fait, ce que je veux juste pointer du doigt, c'est qu'il manque cruellement des maisons de vie, pas des maisons d'accompagnement, mais je ne vais pas rentrer dans la polémique aujourd'hui, des maisons de vie pour accueillir ces patients et pour faire que leur vie puisse avoir du sens. Et ces 7 mois durant, on a tous trouvé du sens aussi à accompagner ce monsieur et après tout le reste, Andrea l'a dit. Moi, je pense que la problématique aujourd'hui, c'est les structures sanitaires, médico-sociales, enfin tout ce qu'on n'a pas aujourd'hui, et puis ce risque de dérive à avoir les maisons d'accompagnement. Merci. Bon, j'ai une petite question rapide, un petit commentaire. Ben, c'est sûr que
nos travaux. Là, on va le voir cet après-midi. Ils discutent vraiment bien ensemble. Mais je me demandais si le terme contre-transfert, qui est très, très cher aussi, on l'aime, parfois ne pouvait pas aussi avoir je dirais, être à double tranchant au sens où il va aussi réduire au final une expérience existentielle qui, au fond, relève simplement de la condition humaine. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est en réaction, puis ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est la réflexion sur l'acting out, là, sur le geste qu'on peut poser. Puis c'est sûr que dans un contexte québécois où l'aide médicale à mourir est là, c'est sûr qu'on pourrait peut-être dire que ça se peut. Mais en même temps, je me dis qu'il y a quelque chose aussi qui est peut-être pas encore plus refoulé, mais comme nommé autrement, c'est qu'on appartient tous à la condition humaine et que on va tous mourir, tout le monde. Là. Je sais que je vais vous dire ça, mais c'est plate. Mais et que en fait, est-ce que c'est qu'un contre-transfert ou que c'est une défense existentielle? Là, on serait plus dans le vocabulaire philosophique à ce moment-là, mais je sais pas ce que tu en penses. Ben, c'est rigolo parce qu'on en parlait avec Sarah Carvalho en fait au repas hier et c'est un peu la difficulté je pense des médecins et c'est qu'en fait et on a complètement le travail inverse de Benjamin qui est philosophe où en fait il a ses concepts et il va chercher de la clinique. Nous en fait on a la clinique et après on va essayer de conceptualiser et du coup je sais pas comment conceptualiser en fait, j'en sais rien. Là ce qui m'a parlé c'était beaucoup en ce moment c'est la psychologie. Mais je sais pas en fait, c'est que nous en médecine, les concepts, en fait je pense qu'on n'en a pas et du coup je sais pas comment faire. Alors du coup je vais chercher sur de la psycho, je vais chercher sur de la philo, j'ai des concepts qui me parlent, j'en ai plein qui me parlent. Est-ce que c'est vraiment ça? Je sais pas. Le contre-transfert, je pense que pour le coup, non, je pense qu'on peut pas juste voilà. Ouais. Je pense qu'il faut être plus large. Mais c'est quelque chose. Ouais. Alors, merci beaucoup pour l'ensemble de ces interventions qui sont très riches. Et moi, je rejoins un peu ce que tu as dit. Il y a parfois un décalage entre la pratique médicale et effectivement ce qu'on peut concevoir, sachant que il y a quelque chose qui nous paraît un facteur essentiel dans l'application pratique, c'est le facteur temps. Le facteur temps, c'est-à-dire que parfois, eh bien, il y a des urgences palliatives. C'est-à-dire que quand il y a un patient qui arrive à 2 h du matin à l'hôpital, parce qu'on n'a pas les moyens de le prendre en charge en ville, parce qu'il y a eu un appel de la famille SAMU en disant « il est en détresse respiratoire », et je reprends votre cas, et effectivement, eh bien, la ressource à ce moment-là, c'est l'hôpital, qui découvre la situation. Et je comprends, et j'imagine l'ensemble des mécanismes qui ont conduit à la prise en charge en orthopédie, puis on va plus loin, puis après au choc septique, on passe entre les mains des réanimateurs, on est intubé, ventilé, on fait une semaine de réanimation pour découvrir finalement qu'ils ne voulaient rien de tout ça. Et tout ça, eh bien, il y a le phénomène temps et il y a aussi la transmission d'informations. Et le problème essentiel dans le cadre des soins palliatifs, c'est comment on transmet qu'un patient souhaite ou ne souhaite pas différentes choses. Et quand est-ce qu'on transmet ces informations-là, sachant que si on compte sur le patient, à partir du moment où il n'a plus les capacités parce qu'il est épuisé, parce qu'il a décompensé sa pathologie, et on décompense parfois en 48 heures, il ne pourra rien transmettre. Et c'est toute la question des directives anticipées. Il y a un enjeu majeur des directives anticipées et de l'application des souhaits du patient.
c'est là où, en fait, moi, ce que j'entends aussi dans ce que vous dites beaucoup, c'est le passage à l'acte, en fait. Dans l'urgence, il y a un passage à l'acte aussi. Et c'est en ça où je ne dis pas qu'il n'en faut pas. En médecine, on en a, en fait. C'est obligé. Et c'est là où on se différencie aussi des philosophes. Et c'est qu'on est dans le passage à l'acte perpétuel et on en a besoin. Et j'ai même des patients qui me le demandent. C'est-à-dire qu'on a récemment eu une patiente qui veut pas se positionner, en fait. Elle me dit, vous déciderez pour moi, c'est vous les médecins, vous déciderez. Et à ce moment-là, on sera dans le passage à l'acte et on ne peut pas faire autrement. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir déconstruire ce passage à l'acte, en fait. Pourquoi et à qui il va répondre, en fait. Et il y a un moment donné où ce passage à l'acte, il est là et il va répondre aux besoins du patient et il faut qu'il soit là. Mais peut-être pas tout le temps mais après, je comprends, au vu plus de votre profession, la difficulté du temps qui est complètement différente à nous en soins palliatifs. C'est pas du tout la même chose. Oui, mais on a les mêmes patients. Ils arrivent aux urgences. Oui, c'est vrai. Oui, ils arrivent aux urgences et l'urgentiste, il a un flux constant et il doit prendre les décisions. Et de temps en temps, la décision, il doit la prendre en 1 heure de temps, à 2 heures du matin. Et c'est ça, toute la complexité de prendre la décision de soins palliatifs en disant, parce que quand on va s'engager sur une procédure de soins palliatifs, dans le cadre d'une décompensation, ça ira dans 99% sur une fin de vie, quand est-ce qu'à ce moment-là, on prend cette décision-là et où on met le patient pour éviter qu'il décède sans sédation dans un couloir d'hôpital. Il faudrait juste qu'il n'arrive pas aux urgences déjà. Oui, mais alors à ce moment-là, comment on fait pour transmettre l'information qu'il ne faut pas envoyer je peux me permettre, c'est aussi le problème de l'identification des situations palliatives. Il faut peut-être rappeler aussi que les situations palliatives, ce n'est pas la toute fin de vie, c'est aussi des maladies graves, incurables, et vous savez qu'avec l'avènement d'un certain nombre de thérapeutiques, on a de plus en plus de pathologies chroniques, notamment en oncologie, avec des patients qui vivent une certaine qualité de vie, longtemps. Donc c'est le problème de l'identification. Directive anticipée, il y a anticipation, et effectivement ça mobilise le secteur libéral, la ville, l'hôpital, et il y a une nécessité de collégialité, de bien communiquer, et les collègues qui me connaissent savent très bien que moi les mails j'aime pas trop, parce qu'on échange par mail, oui, on pense bien communiquer, mais en fait on communique très mal. Et souvent c'est important peut-être même sur un temps suspendu, le kairos, la qualité du temps de ce qu'on fait, de prendre le temps aussi d'échanger sur des situations, même si le passage à l'acte, comme tu dis Andrea, parfois il est nécessaire, peut-être pas, peut-être, en tout cas c'est tout l'objet de ton travail. Et puis peut-être rappeler quand même sur ces situations palliatives, et je regardais Olivier, il y a une fiche qui s'appelle la fiche urgence pallia. Cette fiche urgence pallia, nous on l'utilise assez régulièrement. Bien sûr, il ne faut pas qu'elle soit cachée. Et tu pourras en dire un mot, Olivier, peut-être, parce que tu as le rythme de ça. Il ne faut pas qu'elle soit cachée, elle doit être facilement visualisable. Et bien sûr, on peut la transmettre à la régulation du 15. Ça ne va pas tout changer, bien entendu. Mais on parlait de communication, c'est aussi un moyen supplémentaire de transmettre des informations. Est-ce qu'on nous rattrape? Je te laisse terminer. C'est toujours juste sur la fiche urgence palliative, je voulais effectivement répondre ça sur la transmission d'informations. Et puis peut-être aussi arriver à se déculpabiliser peut-être sur la première situation. C'est vrai que la fracture, c'est compliqué de garder une fracture à domicile quand même. Donc effectivement peut-être d'éviter les promesses qu'on ne pourra pas forcément pouvoir tenir, et puis d'essayer de différencier le fait de finir ses jours chez soi que de mourir chez soi. Et je pense que dans les chiffres, on devrait pouvoir avoir cette notion de dire j'ai pu aider le patient à finir ses jours chez lui. Certes, le décès n'a peut-être pas pu survenir à domicile, mais sur une fracture, ça paraît quand même compliqué. Mais c'est déjà une réussite que d'avoir maintenu ce patient à domicile jusqu'à J-3. C'est sûr que les 3 derniers jours sur les urgences, c'est moins l'idéal, mais il y a quand même du positif dans la démarche d'accompagner le patient, c'est ce que j'en aussi. Pour vous déculpabiliser. Vous avez pris les discussions. Parfait.